Bienvenue à tous sur Lecture non classée. Aujourd'hui, c'est Le vaisseau qui chantait d'Anne McCaffrey. Générique. Anne McCaffrey est née en 1926 à Cambridge, Massachusetts. Après le lycée, elle s'est spécialisée en langue et littérature slave. Comme beaucoup d'écrivains, elle a eu plusieurs emplois de courte durée, notamment pour un magasin de musique, la société de cosmétiques Helena Rubinstein et l'écriture de textes publicitaires. Elle avait une bonne voix de soprano et a étudié le chant pendant près d'une décennie. Alors qu'elle travaillait au théâtre, elle s'est intéressée à la mise en scène d'opéra. Elle a même produit et joué une œuvre lyrique. McCaffrey s'est mariée en 1950 et a élevé 3 enfants. Pendant que ses enfants sont à l'école, elle écrit sa première nouvelle, publiée en 1967. Elle est à l'époque une des très rares femmes écrivains de science-fiction. Elle est d'ailleurs la première femme à obtenir un prix Hugo en fiction. Le mariage a pris fin acrimonieusement 20 ans plus tard et elle a déménagé avec ses enfants de New York en Irlande, où elle a vécu pour le reste de sa vie. Et c'est beau l'Irlande. Oui, bon, ça va, j'ai un peu forcé avec la pellicule Kodak, je sais. La réputation mondiale d'Anne McCaffrey en tant qu'écrivaine a été liée en grande partie à une longue série de romans de SF fantasy, plusieurs d'entre eux d'ailleurs coécrits avec son fils Todd. Et ils se déroulent sur le monde de Pern. C'est une planète lointaine, colonisée par les humains, mais régulièrement menacée par des organismes voraces et destructeurs qui ont la forme de filaments, d'où le nom de fil, qui tombent d'une planète voisine. Pour les combattre, les humains ont génétiquement modifié une espèce de reptile ailé, originaire de Pern, dont chacun est lié symbiotiquement à un cavalier à partir du moment de la naissance de l'humain. Tiens, coucou Avatar. Voilà qui rend hommage aux quelques pilotes de la RAF, de la Royal Air Force, qui ont repoussé la Luftwaffe en 1940. Un parallèle parfois cité par McCaffrey elle-même. Tous ces récits ont été écrits sans prétention, avec un goût rafraîchissant pour l'héroïsme et l'aventure, ainsi qu'avec une connaissance imaginative de la biochimie qui a fait paraître les dragons au moins scientifiquement plausibles. En raison de leur prose accessible et terre-à-terre, les livres de McCaffrey ont particulièrement attiré les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, qui les ont également appréciés en raison de leur représentation émouvante de dilemmes émotionnels. Elle a brossé un dessin énergique de personnages féminins forts, sans compromis, mais gardant toute leur empathie. Sa carrière d'écrivain avait commencé lentement, avec quelques nouvelles publiées dans les magazines de science-fiction de l'époque, peu rémunérateurs, mais elle a été reconnue une bonne fois pour toutes pour ses histoires de Pern. Elle a été considérée comme une écrivaine prolifique, environ 100 titres, écrivant, je cite, « une science-fiction teintée du ton et des instruments de la fantaisie », ce qui a bien résumé son travail. Anne McCaffrey était une femme chaleureuse, gentille et sensible, avec une attitude incroyablement pragmatique et un amour du travail acharné. Couronnée par de nombreux prix, première femme, comme je vous l'ai dit, à obtenir le prix Hugo, grande habituée des listes de best-sellers, elle est inscrite en 2006 au Science Fiction Hall of Fame du musée de la science-fiction de Seattle. Elle a passé la fin de sa vie au milieu des chevaux, en compagnie de son fils Todd, à Dragonwood Underhill, une maison qu'elle a elle-même conçue dans le comté de Wicklow, en Irlande. Le haras est constitué de 14 écuries et un manège couvert. Elle écrivait encore juste avant sa mort, survenue en 2011 à la suite d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 85 ans. Les romans connus sous le nom de cycle Brainship, le cycle des partenaires, ont commencé par une nouvelle qui l'a bientôt rendue célèbre, Le vaisseau qui chantait, écrite en 1961. Ce travail profondément personnel, avec des résonances de la mort de son père, un colonel de l'armée américaine, décrit une société
dans laquelle les esprits non endommagés de bébés gravement handicapés sont préparés à devenir des intelligences cyborgs commandant des vaisseaux spatiaux. La plupart des bébés survivaient aux manipulations pituitaires qui permettaient, grâce à une méthode perfectionnée, d'interrompre leur croissance, éliminant ainsi la nécessité de transferts successifs dans des capsules de plus en plus grandes. Et un nombre infime succombait au moment où l'on procédait au dernier tracor, avec les tableaux de contrôle de l'astronef ou de la machine industrielle. Quelles que fussent leurs déformations congénitales, les êtres encapsulés ressemblaient par la taille à des nains adultes, mais le cerveau bien orienté n'aurait accepté pour rien au monde d'échanger son sort contre celui de l'homme le plus beau de l'univers. Donc, pendant plusieurs années heureuses, Elva s'est bâtie dans sa coquille en compagnie de ses camarades, jouant à bloc moteur, à cache énergie, étudiant les techniques de la trajectoire et de la propulsion, les mathématiques, la logistique, l'hygiène mentale, des éléments de psychologie extraterrestre, la philosophie, l'histoire spatiale, le droit, les règlements de la circulation, les codes, tous les etc. nécessaires à la formation d'un citoyen raisonnable, réfléchi et bien informé. Enfin, chose moins évidente pour elle mais beaucoup plus importante aux yeux de ses professeurs, elle assimila les préceptes de son conditionnement avec autant de facilité que son liquide nutritif. Un jour, elle penserait avec reconnaissance au ronronnement patient de l'instructeur qui agissait au niveau de son subconscient. Un tel esprit cyborg, nommé Elva dans notre histoire, est associé à un muscle, c'est-à-dire un compagnon humain apte à la manœuvre. L'astronef piloté par Elva est le 834, dénommé XH834 tant qu'elle est seule à son bord, H pour Elva, puis JH834 lorsqu'elle choisit Jenan comme coéquipier. Chaque vaisseau, loin de s'apparenter à une IA, a ainsi une personnalité propre, très affirmée en ce qui concerne notre héroïne, elle qui s'est par ailleurs découvert un talent pour le chant, sujet qui la passionne et qu'elle a travaillé durant plusieurs années, en plus de ses solides études théoriques et pratiques de pilote de vaisseau. Elva ne tardera pas à tomber amoureuse de Jenan, le seul à diriger son regard vers la colonne d'acier dans laquelle son corps est encapsulé lorsqu'il s'adresse à elle. Do you see me? I'm a desperate woman, and I live a life alone in my head. Yeah, you see me. I'm that head case woman, but you don't know the first thing. Et là, attention à tous, alerte spoiler! L'histoire se termine par les funérailles de Jenan, au cours desquelles Elva interprète a cappella et de manière inattendue un chant décrit dans le texte comme l'ancien chant dédié au repos du soir, mais aussi prière des morts, qui évoque le fameux TAPS des clairons américains. Les auditeurs et auditrices des lectures publiques de McCaffrey ont souvent été émus aux larmes par ce point culminant, et l'autrice elle-même y a souvent succombé. Voici un extrait d'une interview de l'autrice
réalisé en 2017 pour ActuSF. Le vaisseau qui chantait était sans doute la meilleure nouvelle que j'ai jamais écrite. Encore aujourd'hui, les gens pleurent en la lisant. Et moi aussi. Avec Todd, nous en avons fait une lecture à Brighton, filmée par la BBC. Il y avait ces caméramens accroupis devant nous. Todd était rendu à la fin de l'histoire. Moi, je ne peux pas la lire sans avoir la gorge nouée. Et j'ai vu qu'ils avaient tous les larmes aux yeux. C'est tellement excitant. Cette nouvelle qui a pourtant paru, au début de ma carrière, fait toujours autant d'effet. Je l'ai écrite parce que je ne pouvais pas la raconter à mon père. Il est mort en 1953. Je me souviens avoir lu une histoire, je ne me rappelle ni le titre ni l'auteur, à propos d'une femme qui recherche le cerveau de son fils, qui sert de pilote automatique à un vaisseau cargo pour lui permettre de reposer en paix. Je me suis demandé ce qu'un tétraplégique répondrait si on lui proposait d'échanger son corps contre un vaisseau spatial. Et s'il acceptait, je trouvais que c'était une idée fantastique, et j'en ai tiré le vaisseau qui chantait. Qu'est-ce que c'est ce truc? Bertrand m'a dit, il faudrait que vous appreniez à ranger vos affaires. Je ne suis pas madame votre mère. À la suite du vaisseau qui chantait, dans le même ouvrage, on retrouve d'autres courtes nouvelles qui relatent les aventures d'Elva. Le vaisseau en deuil, le vaisseau qui tuait, mission théâtrale, très SF, le vaisseau qui disparut, et enfin, le vaisseau et son partenaire. Voilà une autrice qui bat en brèche dès 1969 le patriarcat omniprésent dans la littérature SF de l'époque. Mais, et c'est tout aussi intéressant, elle met à mal l'image hypersexualisée de la femme et le validisme qui traite avec condescendance et bienveillance hypocrite les personnes porteuses d'un handicap. Pour illustrer ce propos, voici deux extraits de l'excellent mémoire présenté par Michel Baer en 1981 qui s'intitule « L'image de la femme dans la science-fiction anglo-saxonne ». La beauté de la femme dans la science-fiction est absolue et parfaite. Elle est rarement atteinte d'un défaut si insignifiant soit-il. L'héroïne est extraordinairement belle, qu'elle soit l'alliée du héros ou son adversaire. Le discours de l'auteur sur la beauté de son héroïne est un discours masculin. La femme est décrite par des yeux d'homme, ce qui tend à lui donner valeur d'objet sexuel qui ne se retrouve pas toujours dans l'intrigue. En fait, ce rôle n'est pas aussi précis dans les romans anciens, presque totalement asexués, pourtant la femme y est encore plus belle. Dans ces romans antérieurs, aux années 60, la femme est souvent décrite globalement, dès les premières rencontres des personnages. Il fut frappé par sa beauté. Elle éclatait de blancheur sur ce fond noir constellé de bleu. Le premier regard lui révéla une impression encore confuse, mais ineffable. La perfection de son corps mince et blanc, la beauté de sa chevelure noire aux reflets roux, la pâleur tragique de l'ovale de son visage et la tristesse de ses grands yeux bruns pailletés d'or. Jack Williamson, Les Cométaires, Paris, Albin Michel, 1974. Dans la hard science, comme dans le monde scientifique, on trouve peu de femmes. Anne McCaffrey établit un parallèle entre ces deux situations. Comme peu de femmes faisaient, jusqu'aux dernières décennies, des études scientifiques, peu écrivaient des romans de SF, se rapportant aux sciences et techniques. Les nouvelles orientations féminines, sur le plan de l'instruction, peuvent faire qu'à l'avenir, on trouvera plus d'écrivains féminins de hard science et que les héroïnes scientifiques pourront être, elles aussi, des savants à part entière. Et pour finir, une citation d'Elva. Ils nous enferment dans des coquilles de titane. Ils placent les coquilles derrière des cloisons de titane et ils nous croient invulnérables. Les blessures physiques sont les moindres parmi les accidents nocifs que cet univers inflige à ses habitants. Ce sont celles qui guérissent le plus vite. Au revoir, à bientôt. Et n'oubliez pas,
La littérature SF. C'est un piège.